Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous reviens après un petit moment d'éclipse pour évoquer aujourd'hui la situation de la Banque des États de l'Afrique centrale. Pourquoi est-ce que ce n'est que la banque, notamment dont la BEAC, dont il est question aujourd'hui? Oui, de manière un tout petit peu élargie, on peut parler des institutions communautaires. Mais pourquoi la Banque centrale? C'est parce que c'est l'institution phare de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et on a suivi récemment un sommet extraordinaire convoqué à l'initiative d'un Fonds monétaire international pour statuer sur la situation macroéconomique des 6 États de l'Afrique centrale qui ne va vraiment pas en s'améliorant puisque ce n'est autre qu'un prolongement, il faut le reconnaître, du premier sommet extraordinaire qui s'était tenu à Yaoundé au Cameroun en 2019. Souvenez-vous, en ce moment-là, Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, avait effectué le déplacement de la capitale camerounaise, accompagnée, n'est-ce pas, de Michel Sapin, qui n'était autre à l'époque que le locataire de Bercy. Enfin, Bercy, c'est quoi? C'est l'équivalent de nos ministères des Finances dans les 6 États de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et là, la situation était si difficile qu'on frôlait, n'est-ce pas, la dévaluation du franc CFA. Il a fallu des conciliabules de part et d'autre, le président camerounais Paul Biya, Denis Sassou Nguesso qui n'a pas fermé l'œil de toute la nuit puisque, me racontent des experts, il fallait qu'il soit au parfum de la réelle situation de la communauté. Donc bref, tous les autres chefs d'État, Ali Bongo Ondimba encore au pouvoir, et le président équato-guinéen, bref, tous les 6 chefs d'État s'étaient donc donné rendez-vous à Yaoundé et il y avait même feu le président Idriss Déby Itno. Et donc finalement, il y a eu des espèces de conciliabules pour échapper à la dévaluation du franc CFA, mais avec comme recommandation principale la mise sur pied d'un programme de réformes économiques qui donc devait être logé ici même à Brazzaville. Bon, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de choses qui ont été entreprises pour essayer d'améliorer la qualité de la signature des 6 États de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les réformes ne vont vraiment pas dans le sens voulu par les bailleurs de fonds, si bien qu'il y a eu donc récemment un autre, c'est-à-dire ça c'est en 2024, il y a eu un autre sommet extraordinaire, toujours au Cameroun. Pourquoi le Cameroun? Parce que le Fonds monétaire international, selon nos bonnes informations, s'était adressé au gouvernement camerounais pour dire vous devez jouer votre rôle en tant que pays pilier et qui essaye de se mettre quand même dans le sens des réformes engagées avec les institutions de Bretton Woods. Il va falloir que vous puissiez réveiller les autres 5 autres États pour que l'on engage des réformes structurelles de manière tout à fait coordonnée. Ça veut dire quoi en langage simple? Ça voudrait dire et le Cameroun, et le Gabon, et le Tchad, et la République centrafricaine, et le Congo-Brazzaville, et la Guinée équatoriale devraient donc se mettre dans un même combat de réformes institutionnelles, pour ne pas dire des réformes macroéconomiques. Et toujours le même constat a été fait quelques 2 ans ou 1 an après, puisqu'on constate que les réformes ne suivent vraiment pas. Et là, c'est pourquoi il y a donc eu ce sommet extraordinaire de janvier dernier, ici même à Brazzaville. Alors, la question qui mérite d'être posée, c'est que, au-delà des États, qu'est-ce qu'il fait qu'à intervalles de temps réguliers, les institutions de Bretton Woods demandent aux 6 États de se mettre
au travail, bref, d'engager des réformes audacieuses. Est-ce que le problème se situe seulement au niveau de ces institutions de Bretton Woods, notamment donc la Banque mondiale et le Fonds monétaire international? N'est-ce pas aussi même la gouvernance au niveau de nos institutions qui pose problème? Et c'est pourquoi, au cours de ce podcast, j'ai fort l'impression que c'est aussi au niveau de la gouvernance de nos institutions que se pose aussi le problème. Et je vais essayer de vous le démontrer après cette page publicitaire. Envie de vous évader en couple? Le restaurant Le Plat d'Or vous donne la possibilité de célébrer la Saint-Valentin ce 14 février 2026 avec la somme de 15 000 francs seulement. Une bouteille de vin et un chocolat offerts. Toutes les réservations se font au 06 877 80 54. Nous vous attendons nombreux. Venez nombreux à partir de 10h. Délicieux plats africains, surtout congolais, à des prix agréables. Nous sommes ouverts à partir de 10h à 20h et bonne fête de Saint-Valentin. Lorsqu'il faut évoquer la gouvernance institutionnelle au niveau de nos institutions, excusez-moi de la tautologie communautaire, notamment donc la BEAC, c'est-à-dire la Banque des États de l'Afrique centrale, ou alors, pourquoi pas, la COBAC, c'est-à-dire la Commission bancaire d'Afrique centrale, je vais un tout petit peu m'appesantir sur la BEAC. Et pourquoi? Parce que c'est l'institution phare de notre sous-région. C'est l'institution qui gère la monnaie des 6 États à travers une banque centrale commune qui est donc la BEAC. BEAC créée en 1972 et il faut reconnaître que il y avait donc à sa création, c'est-à-dire à la création de la COBAC, il y avait la France qui veillait. On peut toujours épiloguer sur le rôle de la France, le rôle colonial, postcolonial, mais je pense qu'il est tout à fait normal de reconnaître que la France a joué un rôle très important dans le cadre de la stabilité de cette institution. Peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais nous sommes journalistes. Je pense que nous avons le devoir de dire parfois les choses telles qu'elles sont, sans entrer dans un panafricanisme parfois outré et qui va même parfois être assez fatal pour notre propre survie. Alors, en ce qui concerne justement la BEAC, lorsqu'elle est créée en 72, c'est un Français, Christian Jouliou. Vous avez sa photo ainsi que sa période de présidence ou de gouvernorat. C'est Christian Jouliou. Pour votre gouverne, cette photo a été générée par l'intelligence artificielle. Veuillez nous en excuser si vraiment ce n'est pas la photo exacte de monsieur Christian Jouliou, puisqu'on a essayé de chercher dans nos archives et nous avons donc pu la générer grâce à l'intelligence artificielle. C'est lui qui donc est le premier gouverneur de la BEAC. Et la force de la France, qu'on le veuille ou non, sortons des oripeaux panafricanistes parfois outrés, qui voient toujours la présence de la France, soit pendant la période coloniale ou néocoloniale, d'un mauvais œil. Mais nous, on essaye d'être des journalistes pour essayer de vous transmettre l'information que nous trouvons potable. Christian Jouliou joue donc un grand rôle pour porter sur les fonds baptismaux la BEAC. Et puis finalement, lorsqu'il a donc pu mettre sur pied, la France a pu mettre sur pied une certaine organisation, mais aussi a pu former un capital humain, eh ben, le premier gouverneur, donc, c'est Casimir Oyemba, de nationalité gabonaise. Il y a donc en 73, puisqu'il faut situer les choses à partir de cette époque, il y a eu d'abord ce qu'on appelle le consensus de Fort-Lamy. Consensus de Fort-Lamy, Fort-Lamy n'est autre que la capitale du Tchad à l'époque. C'est pourquoi on parle de consensus de Fort-Lamy. Ce consensus donc qui est rédigé voudrait que ce soit le Gabon qui assure le rôle de gouvernorat au niveau de cette institution communautaire, tandis que c'est un Congolais qui devait en assurer celui de vice-gouverneur.
tandis que le Tchad se voyait donc dans le rôle de secrétaire général. Pour faire simple, ça voudrait dire tout simplement que le consensus de Fort-Lamy a institué que la BEAC doit être dirigée par un Gabonais. Le vice-gouverneur doit être de nationalité congolaise, tandis qu'un Tchadien devrait s'occuper du secrétariat. Et puis, il y a eu, n'est-ce pas, d'autres répartitions au niveau des directions de cette institution. Et pour ceux qui ne le savent pas, puisque ça fait partie de l'histoire, le Congo, en principe, c'est le Congo qui devait, en principe, donc, assumer le rôle de gouverneur, c'est-à-dire assurer le rôle de gouvernorat dans le cadre de la gestion de cette institution. Bon, il s'est passé quelque chose à l'époque, dans nos recherches, on parle des Congolais qui n'ont pas justement joué le vrai rôle qui aurait dû être le leur. Et puis, le Congo aussi, qui était engagé, on le sait bien, dans cette politique socialiste, c'est-à-dire le marxisme-léninisme. Tout cela a fait que la France puisse plutôt donc jeter son dévolu, enfin, a pu donc manœuvrer pour que dans le cadre de cet accord, ce consensus de Fort-Lamy, que ce soit plutôt donc un Gabonais. Et donc, le premier Gabonais qui donc dirige donc la BEAC n'est autre que Casimir Oyemba. Et puis, là, la France était toujours sur la table pour essayer de donner des orientations, pour essayer de guider les choses, pour essayer de conduire les choses afin que la qualité de ressources humaines, pour ne pas dire le capital humain de qualité, soit vraiment de mise. Et la Banque centrale, c'est-à-dire la BEAC, a fonctionné sous ce registre, sans oublier que feu le président Omar Bongo Ondimba était quelqu'un qui avait une certaine influence sur les autres chefs d'État de la sous-région, et cela permettait donc à ce que on ait quand même dans le cadre de la gestion de cette banque une qualité de signature qui était très bonne. Et puis après Casimir Oyemba, puisque le rôle revenait toujours au Gabon dans le cadre de la gestion du gouvernorat, il y a eu donc Jean-Félix Mamalepo a été donc le troisième gouverneur de cette banque. Et Mamalepo, c'est quelqu'un qui avait une certaine poigne. Une anecdote qui m'a été racontée par des gens qui sont assez bien introduits dans les cercles de la Banque centrale, c'est que Jean-Félix Mamalepo, par exemple, a eu à dire au président Bozizé, c'est-à-dire le président centrafricain, pour lui dire « Ce n'est pas possible que votre pays bénéficie, n'est-ce pas, encore d'une espèce de rallonge. Ce n'est pas possible, on ne pourra pas vous accorder ce service. » Il s'est rendu, c'est toujours dans le cas de ces anecdotes, il s'est rendu par exemple à Malabo et le président Obianga Mbazoko ne le recevait pas. Jean-Félix Mamalepo a dû rebrousser chemin en disant « Je ne peux pas attendre aussi longtemps que ça puisque j'ai des dossiers qui m'attendent au gouvernorat à Yaoundé. » Donc vous voyez que c'était des gens qui étaient d'une certaine poigne parce qu'ils ne pouvaient pas faiblir devant la puissance politique, devant la puissance des chefs d'État. Il y avait là aussi, il faut le reconnaître, quand même, la France qui veillait au grain. C'est-à-dire que on n'était pas dans une situation où aujourd'hui, on sent que l'institution est en train de prendre l'eau de toutes parts du fait de trop d'interventions politiques. Et il y a eu Philibert Anzembe, toujours un Gabonais, qui a dirigé, n'est-ce pas, la BEAC. Sans franchement trop d'anicroches, sans trop de problèmes. C'est vrai que les gens diront que oui, c'est à l'époque, par exemple, de Jean-Félix Mamalepo, et ainsi de suite, ou Philibert Anzembe, que la banque a commencé à connaître un tout petit peu des problèmes, puisque vous vous souvenez, il y a eu les fonds mal placés, notamment auprès de Madoff. Mais bref, il y avait, il faut le reconnaître, une gestion qui était imprimée par le fait que il n'y avait pas un seul mandat. La personne qui dirigeait la banque pouvait se voir renouveler son mandat à la suite de ses résultats. Sinon, justement, Jean-Félix Mamalepo quitte la banque, c'est parce qu'on constate que ses résultats ne sont pas bons.
avec cette histoire de mauvais placement auprès de Madoff. La banque connaît une certaine décadence. C'est ainsi que Philibert Anzembe arrive, un Gabonais. Et alors là, en ce moment, les choses changent, notamment le 17 janvier 2010 au sommet de Bangui. Un sommet qui donc se tient à Bangui. La Guinée équatoriale, devenue très grande puissance financière de la sous-région, dispose de plus de réserves de change que les autres États de la sous-région. C'est ainsi que la Guinée équatoriale pose le problème en disant « Nous allons maintenant exiger qu'il y ait une espèce de gestion rotative de nos institutions communautaires. » Donc, la Banque des États de l'Afrique centrale n'en fait pas exception. Cela voudrait dire que, par ordre alphabétique, on devait donc consacrer la gestion de nos institutions de façon à ce que, hormis le pays où est justement domicilié le siège, n'y participe pas, mais que ce soit les autres 5 États de la sous-région qui donc puissent sous la formule de ce qu'on appelait rotation par ordre alphabétique, puissent donc justement présider aux destinées de nos institutions communautaires. Mais alors, une énorme erreur, et je vais le prouver aujourd'hui, parce que cette erreur est telle que l'on n'a pas défini de manière détaillée, ou alors de manière claire, on n'a pas défini le profil de la personne qui devrait venir gérer l'institution communautaire, par exemple, comme la BEAC. Je préfère pour l'instant parler que de la BEAC parce que je vous ai dit que c'est la plus grande institution de notre vie communautaire. Ce n'est pas autant dire que la COBAC ne vaut rien. La COBAC n'est que un appendice de la BEAC. Donc, en ce qui concerne, par exemple, cette grande institution qui est chargée justement de gérer, n'est-ce pas, la politique monétaire commune aux 6 États, on n'a pas défini le profil lors de ce sommet de 17 janvier 2010 à Bangui. On n'a pas défini le profil de celui qui doit justement présider aux destinées d'une institution aussi importante que la BEAC. Il en est de même pour les autres institutions, qu'il s'agisse de la Commission bancaire d'Afrique centrale ou de la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Une énorme erreur. Erreur tout simplement parce que il faut reconnaître une chose. Avec des cris d'offrer, ainsi de suite, ici et là, la France, qu'est-ce qu'elle fait au niveau de nos institutions communautaires notamment? Pourquoi est-ce que elle doit prendre part au conseil d'administration? Pourquoi il y a des Français qui siègent là? Il y a eu trop de bruit. Vous avez suivi cela, ce qu'on appelle les panafricanistes, avec parfois, il faut le reconnaître, un peu d'exagération, tout en oubliant que la compétence française et surtout même l'influence de la France, c'est-à-dire qui donc, on le sait à travers son trésor, gère nos réserves de change. Les gens n'ont pas compris cela et nous avons donc remis cela en cause. En remettant cela en cause, mais nous nous montrons aujourd'hui dans l'incapacité totale de faire respecter la signature d'une institution aussi prestigieuse que la BEAC. Et là, le problème se pose parce que lorsqu'il n'y a pas de profil dégagé pour celui qui doit justement présider aux destinées d'une si grande institution, eh ben, on se retrouve dans une espèce de politisation à outrance des nominations de ceux qui sont justement chargés de gérer nos institutions. Parce que nos États, ou alors, ont souvent pu s'abreuver à la bonne source en termes de capital humain auprès de nos institutions communautaires. C'est une parenthèse que j'ouvre là. Si vous voulez que je vous donne quelques exemples, le Premier ministre, à un moment donné du Cameroun, Sadou Ayatou, était un ancien de la BEAC. Le ministre Rigobert Roger Andéli, ici au Congo-Brazzaville, c'est un ancien cadre de la Banque centrale. L'ancien ministre, paix à son âme, des Finances du Tchad, Katangoulou, était l'ancien secrétaire général de la Banque centrale. Et on peut aussi citer le cas, par exemple, d'Anissé Georges Deloguélé, qui a été ici à Brazzaville comme
directeur, président plutôt de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, je vous rappelle que c'est un cadre de la Banque centrale. Et on peut citer Clément Mwamba, qui a été conseiller économique et financier du chef de l'État, mais en même temps ministre des Finances sous Lissouba et Premier ministre sous Sassou. C'est un ancien cadre de la Banque centrale. Vous avez comme ça Mbouloukoué, Armel Mbouloukoué, qui a été le directeur du FIGA, c'est un ancien cadre de la Banque centrale. Kalista Bangoli, qui dirige la Banque postale du Congo, c'est un cadre, un ancien cadre puisqu'il a fait valoir ses droits à la retraite au niveau de la Banque centrale, c'est un ancien cadre de la Banque centrale. Donc, c'est autant dire que la Banque centrale a toujours été, on peut dire, le creuset du capital humain dont ont besoin les États de la sous-région pour pouvoir asseoir leur développement. Et c'est quelque chose de très important. Alors, en ce qui concerne justement l'évolution des choses, c'est que lorsqu'on a fait voler en éclat le consensus de Fort-Lamy avec ce principe rotatif, on a connu donc le premier gouverneur, un ressortissant équato-guinéen, Lucas Abaganchama. Je n'ai vraiment rien contre lui, mais c'est quelqu'un, m'expliquait une personne de la Banque centrale qui a fait valoir ses droits à la retraite, m'expliquait que c'est une personne que moi j'ai accueillie au niveau de la Banque centrale pour lui donner quelques éléments, comment est-ce qu'on fonctionne, faire une espèce de training. Et puis, après Lucas Abakanchama, il y a eu, on le sait très bien, il y a eu Mahamat Abastoli. Mahamat Abastoli, le Tchadien, lui aussi, qui a été ici président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale ici à Brazzaville. Bon, il a été nommé par son pays, notamment dans le Tchad. Et puis après, on a aujourd'hui, comme vous le savez très bien, le centrafricain Yvon Sanabangui, qui a été nommé, certes on dit par le Collège des chefs d'État, mais c'est la République centrafricaine qui donc l'a proposé. Le problème qui est posé ici est tellement important. C'est qu'aujourd'hui, en faisant voler en éclat dans le consensus de Fort-Lamy, qui est justement dénué du fait qu'on n'a pas de détails sur le profil que doit avoir le futur gouverneur, on est vraiment entré, disais-je tout à l'heure, dans une espèce de politisation dans le cadre des nominations dans nos institutions communautaires. Prenez le cas de Lucas Abakanchama, proposé par le président Teodoro Obiangema. Alors, dans les conditions qui sont les nôtres en Afrique centrale, quel est le chef d'État qui va aller à l'encontre d'une nomination que propose son collègue d'un pays? Alors que on a la possibilité, et deuxièmement, ça pose un autre problème, puisque généralement, le président ne peut nommer qu'une personne qu'il connaît, et lorsqu'on lui présente la liste, certainement de ses ressortissants qui travaillent au niveau de la Banque centrale, se pose un problème d'abord, certainement, un penchant politique. Le penchant politique prime sur la qualité ou alors sur la compétence. On connaît la même situation avec Abastoli, qui est nommé à l'époque, qui est proposé à l'époque par feu le président Idriss Déby Itno. Bon, il arrive, ça ne voudrait pas dire qu'il n'a pas de compétences, mais il est quand même nommé à ce poste parce que tout simplement, le président a connaissance de son dossier, le président tchadien est sûr de lui, et lorsque le président tchadien le propose à ses pairs d'Afrique centrale, eh ben, la nomination passe comme une lettre à la poste. Et puis finalement, on a aujourd'hui donc Yvon Sanabangui. Yvon Sanabangui, sans vraiment être certainement comme celui qui n'éprouve pas de sympathie à son égard, Yvon Sanabangui, selon nos informations, qui est un cadre reconnu, chevronné dans le domaine qui est le sien, c'est-à-dire c'est un informaticien.
un informaticien, et qui a donc été proposé par le président centrafricain pour justement donc présider aux destinées du gouvernorat de la BEAC. Eh ben, comme vous comprenez, dans ces conditions, personne ne peut en dire mot. Mais sur le plan réglementaire, sur le plan de la qualité, c'est que les institutions de Bretton Woods, qui sont nos partenaires au développement, et qui s'adressent d'abord à la Banque centrale ou alors aux institutions communautaires pour se faire une idée exacte de la situation macroéconomique des 6 États de la zone, ces institutions tiennent aussi compte de la qualité des personnes qui animent nos institutions. Ça ne voudrait pas dire que ceux qui sont là ne représentent pas, en termes de signature, quelque chose d'important à leurs yeux. Mais seulement, il s'agit quand même des problèmes qui sont, on peut dire, des problèmes monétaires, financiers. Et en ce moment, quel est le regard que ces institutions peuvent jeter sur une institution comme la nôtre, c'est-à-dire la BEAC, qui est gérée par un informaticien? Parce qu'il s'agit vraiment là des questions techniques. Je suis journaliste de la presse économique, s'il vous plaît. J'ai fait un peu d'économie et puis j'ai fait journalisme. Mais je n'ai vraiment pas la possibilité, moi, de parler des choses qui ont trait, par exemple, à l'agriculture que je n'ai pas faite, ou alors à l'informatique. Vous voyez, j'aurais toujours tendance à m'appuyer sur une certaine expertise pour pouvoir évoquer ces questions. Et là, c'est exactement comme ça que le problème aussi de notre gouvernance institutionnelle au niveau de la sous-région se pose lorsqu'on est face à des exégètes de la Banque mondiale, mais aussi du Fonds monétaire international. D'ailleurs, selon un audit indépendant qui a été rendu public, on sait très bien, par un cabinet international, la Banque centrale, entre-temps, a quand même connu des dysfonctionnements dans sa façon de travailler avec, à l'appel, 15 milliards de pertes. Je pense qu'il était question qu'au niveau de la Banque centrale, qu'on essaie d'examiner ces choses de fond en comble pour comprendre pourquoi est-ce que on est dans cette situation difficile. On a vu d'ailleurs la même banque centrale pour des intérêts, c'est-à-dire des bonus qui sont produits au niveau de la Banque centrale. Au lieu que cet argent revienne à des trésors publics, quand je parle des trésors publics, c'est-à-dire les trésors des 6 États de la communauté, eh ben, ce qui s'est passé, c'est que il y a plutôt eu des bonus qu'on a accordés à des cadres de la Banque centrale. Bon, ce qui est quand même, à mon humble avis, qui peut paraître quelque chose d'anormal lorsqu'on sait que les 6 États ont vraiment des besoins de trésorerie et que s'il y a des bonus, comme ça a été le cas, provenant, n'est-ce pas, des placements d'argent, des placements des États, cet argent, ces bonus, je pense, auraient pu, selon les experts que nous avons rencontrés, pu revenir directement au trésor de nos 6 États. Donc, il y a là quand même, il faut le reconnaître, des problèmes de gouvernance qui se posent au niveau de nos institutions. Et qu'est-ce qu'il y a comme conséquence en rapport avec ce que je viens d'évoquer? La conséquence est que, aujourd'hui, chaque personne qui est placée à la tête d'une institution communautaire travaille beaucoup plus pour son pays que pour la vie communautaire. Ça veut dire que lorsqu'un ordre vient de son pays, sachant qu'il est redevable à ce pays qui l'a fait nommer à ce poste, le problème, au finish, c'est qu'il est obligé de fermer les yeux et d'accorder parfois des services qu'il n'aurait pas dû accorder. On le voit parfois au niveau de la Commission bancaire d'Afrique centrale. On entend parler, n'est-ce pas, de certaines bonifications qui sont, n'est-ce pas, accordées. Ce sont des choses qui, n'est-ce pas, viennent quelque peu rendre la vie des institutions communautaires très difficile. Et il y a donc un réel problème. On entend dire ici et là que lorsque il faut solliciter des crédits au niveau de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, eh ben généralement
le lot est souvent beaucoup plus attribué aux ressortissants ou alors aux opérateurs économiques ressortissants du même pays que celui qui est à la tête de cette institution. Ce sont des choses qui affaiblissent l'institution parce que je me souviens, selon mes informations, lorsque l'actuel gouverneur Yvon Sanabangui s'est rendu à Abidjan, au cours de sa rencontre avec le président Alassane Ouattara, une recommandation lui aurait été faite par ce dernier qui lui a demandé d'être assez rigide en ce qui concerne la gestion d'une institution comme la BA et de ne pas fléchir devant les avances ou alors l'influence politique. Parce que si il y a trop d'influence politique dans notre vie communautaire, eh ben, je ne sais pas comment est-ce que nos lendemains vont être assurés. Les lendemains économiques, j'en parle. Parce que c'est une situation très difficile que traversent aujourd'hui les États de la communauté économique, de notre espace communautaire. Vous avez suivi récemment le Cameroun qui est quand même d'endettement de 49%, dont bien loin du seuil de 70% du PIB qui est reconnu par l'une des convergences communautaires. Mais le Cameroun est en train d'aller sur le marché financier aussi bien domestique que international à la recherche de beaucoup de milliards. Ils ont récemment levé un peu plus de 500 milliards de francs CFA. Là, ils sont encore en train de chercher plus de 1600 milliards sur le marché international et domestique, ce qui va certainement mettre de manière générale la situation des 6 États dans une situation assez difficile, puisqu'on sait que le Congo-Brazzaville, le Tchad, le Gabon, qui vient de renouer avec le Fonds monétaire international, la République centrafricaine, même si c'est un pays qui essaie un tout petit peu de remonter la pente, mais bref, les pays, on peut dire majeurs, frôlent le risque d'être dans la zone rouge. Et si donc au niveau de la Banque centrale, on y prend garde, on n'a pas assez de rigueur, on n'essaie pas de regarder les choses sur le plan formel, il faut craindre qu'on soit dans une difficulté très catastrophique. Et puisque on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut donc faire? Je pense qu'il est temps pour moi, au niveau de la sous-région, que les chefs d'État s'assiedent, prennent le courage à deux mains, redéfinissent, n'est-ce pas, les contours qui devraient permettre à un cadre d'accéder à un poste de responsabilité au niveau surtout de la Banque centrale, des institutions majeures. Il faut d'abord établir le profil. Il est quand même paradoxal que une institution comme la Banque centrale ou la COBAC, qui exige que pour diriger une banque dans la sous-région, vous devez être nanti d'un diplôme soit en études bancaires, soit en études de gestion ou financière, pour que l'on vous accorde l'autorisation d'exercer comme directeur général d'une banque de la sous-région. Mais parallèlement, ceux qui gèrent les institutions, notamment donc ou la COBAC ou la Banque centrale, ne sont pas eux-mêmes parfois en phase avec ces exigences qu'ils brandissent à ceux qui doivent gérer les banques au niveau communautaire. C'est quand même un paradoxe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il faut justement redéfinir le cadre. C'est-à-dire que si donc il est vrai que chaque État doit nommer par ordre alphabétique sur le principe rotatif, mais il faut quand même qu'on définisse quel est le cadre qui doit être justement présenté. Parce que à cette allure, on risque de se retrouver avec un cadre qui n'a pas le profil et qui doit être à la tête d'une institution communautaire, comme c'est le cas, sans être contre le gouverneur Yvon Sanabangui, qui est un informaticien, qui doit certainement avoir autour de lui des conseillers assez rodés, mais lorsqu'il y a des grandes réunions internationales et devant le Fonds monétaire international, on n'a pas toujours l'assistance tout de suite, n'est-ce pas, de ces conseillers
qui sont autour du gouverneur. On a besoin de quelqu'un qui lui-même est formé dans le cadre de l'économie ou de la gestion et qui peut faire un travail qui permet à la sous-région de s'en sortir certainement, de s'en tirer à bon compte. Parce que là, aujourd'hui, il se pose un problème. Et donc, il va falloir que les chefs d'État définissent le profil de celui qui doit être là. Moi, s'il y avait quelque chose à dire, je dirais même qu'il faut aller dans ce qu'on appelle, dans une espèce d'appel à candidature. Ça veut dire que lorsque le poste est vacant, on demande à chaque compatriote de la sous-région qui est nanti, n'est-ce pas, d'une certaine expertise en la matière, et s'il respecte les conditions qui lui permettent d'être évalué par un cabinet de renommée internationale, eh ben, c'est une chose qui pourrait peut-être, je l'espère, améliorer la gestion ou alors la gouvernance de nos institutions. Parce que le système rotatif est en train de montrer ses limites. Il est clair que chaque chef d'État qui veut nommer quelqu'un au niveau d'une institution communautaire, notamment dans la Banque des États de l'Afrique centrale, on lui présente la liste de ses compatriotes qui travaillent dans cette institution. Et tel que nous savons que nos États sont gérés sur des bases parfois subjectives, ça peut être, pourquoi pas, la fraternité, ça peut être quelqu'un qui est du même coin que le chef de l'État ou le ministre des Finances, et puis bon, c'est celui-là qu'on présente. Et celui qui n'est pas forcément de la même contrée que le président de la République ne peut pas bénéficier de son onction pour être nommé à la tête d'une institution. Alors, on retourne là, s'il vous plaît, dans notre mode de gestion politique ou alors de gouvernance politique au niveau de nos États, avec avec ce que cela comporte comme désagrément, contre-performance, recul, n'est-ce pas, des indicateurs souvent sociaux et macroéconomiques. Je pense qu'il est question aujourd'hui qu'on essaye de mettre le pied dans le plat pour évoquer cette question. Sinon, les lendemains ou alors l'avenir de notre espace communautaire est en danger. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube Alphonse Ndongo TV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce. Et rassurez-vous, nous ouvrons, n'est-ce pas, la rubrique Parole à l'expert et notre chaîne est là pour vous, pour que vous qui êtes expert en économie, finance, gestion, ou alors commerce, vous puissiez donner les bonnes informations de votre stature d'expert au grand public qui nous suit. À très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.